une passionnante conférence que je vous invite à vivre maintenant en direct en compagnie de notre invité Emmanuel Vivier. Bonjour, venez nous rejoindre. Alors vous êtes en présentiel, comme on dit, Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. mais vous êtes à distance. Vous êtes expert en transformation digitale, vous êtes auteur et vous êtes cofondateur du Hub Institute. Alors peut-être pouvez-vous nous dire ce qu'est le Hub Institute. Oui, alors le Hub Institute, on est un think tank, donc on aide les grands groupes à accélérer cette transformation de leur business, entre autres à cause du digital. Alors avec vous, nous allons pendant une trentaine de minutes, ce sera suivi bien sûr d'un jeu de questions-réponses avec vous qui nous regardez, hein, toujours l'interactivité. Donc avec vous, pendant 30 minutes, on va plonger dans ce qu'on appelle la Next Economy. Cette année 2020, évidemment, nous avons tous été très marqués par cette drôle de 2020. Elle a été marquée par l'apparition d'un cygne noir, le cygne comme l'animal, parce que le cygne noir est rare. Et on va vous montrer, avant que vous n'interveniez, quelques images à la fois anxiogènes et pleines d'espoir. C'est tout ce qui repose d'ailleurs autour de l'arrivée de ces cygnes noirs. Voilà, c'est un rapide montage, une trentaine de secondes d'images un peu anxiogènes et puis aussi des images pleines d'espoir. On va voir avec vous, donc pendant 30 minutes, avant de passer aux questions-réponses, que le monde est devenu VUCA ou VUCA, je ne sais pas comment on dit, mais vous allez tout nous raconter. C'est à vous, Emmanuel. Merci Philippe. Ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, cette période un petit peu complexe et challengeante. Et effectivement, je vais essayer de partager avec vous un peu ces nouvelles lignes directrices en termes de Next Economy. On pourrait dire, voilà, on avait beaucoup parlé de la new ou de la nouvelle économie dans les années 2000 en parlant uniquement du numérique et du digital. Et là, l'idée avec vous, c'est de voir un petit peu quelles sont les lignes directrices de ce qu'on peut imaginer déjà maintenant, mais surtout après la crise du Covid. Effectivement, on est en veille permanente à l'international. On voit que le monde entier bouge. Et là, on a bien vu effectivement avec le Covid qu'on a une crise mondiale. On est plus connecté que jamais. Et le numérique, les transports, la globalisation est parmi nous. Et donc, on peut se demander effectivement si on ne vit pas un peu la fin du monde. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de mauvaises nouvelles cette année. Effectivement, selon les business, selon les activités, on a été plus ou moins durement touchés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont passés à travers aujourd'hui. Et effectivement, j'ai envie de poser une petite question à l'audience sur leur vision un tout petit peu en termes d'impact sur leur activité, tout simplement, pour voir si effectivement ils pensent que le Covid ou la Covid va tout changer ou si effectivement elle va, on imagine retourner à la normale assez rapidement derrière. Ah bah alors ça, c'est encore un sondage. Exactement. Donc c'est pour vous qui nous regardez. Alors, d'après vous, quel changement doit-on attendre après la Covid-19? Une seule réponse possible, vos réponses maintenant. Alors, c'est intéressant, grosse majorité pour 2 ou 3 changements majeurs, suivis par peu de changements, mais très loin derrière. Et puis alors vraiment très loin, tout va changer, 10%, rien ne va changer, 6%. Et il y a toujours 5% d'entre vous qui n'ont pas d'avis. Bon, effectivement, on est bien dans un monde incertain, ambigu, complexe et volatile. Et Philippe, tu parlais tout à l'heure de Signe Noir. Donc, c'est ce livre de Nassim Nicolas Taleb qui d'abord parlait de la finance avant de parler tout simplement du monde en général, en disant à l'époque, les Européens pensaient qu'il n'y avait que des signes blancs parce que en Europe, on n'a que des signes blancs. Et un jour, ils sont arrivés en Australie, ils se sont rendus compte qu'il y avait des signes noirs. Et donc, la difficulté, un signe noir, c'est quelque chose, c'est un événement assez
imprévisible. C'est finalement s'habituer à une normalité et on voit plus ce qui pourrait changer complètement les règles du jeu. Et effectivement, comme le 11 septembre, comme la Deuxième Guerre mondiale ou l'arrivée d'Internet, finalement, c'est quelque chose qui est très imprévisible, qui a peu de chances de se passer, mais finalement qui rebat complètement les cartes. Et effectivement, avec le Covid, on voit bien que ça change à la fois beaucoup de choses, en tout cas à très court terme, et puis ça va changer certaines choses à moyen et à long terme, et finalement d'autres peut-être pas, puisqu'on aura quand même un retour à la normale sur certaines activités. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, on a une disruption sanitaire. On vient de dépasser malheureusement plus d'1 million de décès aujourd'hui attribués à la Covid dans le monde. On a évidemment, c'est déjà le cas si on pense aux commerçants, aux restaurateurs, à l'hôtellerie, au voyage, une disruption économique, et on peut malheureusement s'attendre à ce que ça empire un peu dans les mois qui viennent, puisque tout le monde a un petit peu rogné sur sa marge les derniers mois. Donc là, on parle des fois de 436 millions d'entreprises qui pourraient faire faillite. Donc c'est assez désastreux. On espère qu'on va pouvoir rebondir avec voilà, les aides des gouvernements aideront à passer le cap, mais la réalité, c'est que même si ça nous fait peur et ça nous angoisse, avec bonne raison, c'est que c'est qu'une disruption de plus. Et ce n'est pas la première fois, malheureusement, que le monde est confronté à des difficultés, à des changements, à des bouleversements. Et en fait, on identifie aujourd'hui un peu plus de 11 types de disruptions possibles. Ça peut être la technologie, l'arrivée d'Internet ou du e-commerce, par exemple. On pourrait en parler aux libraires. Ça peut être lié à la démographie, par exemple le Japon, dont la population est très vieille. Ça peut être un changement de régulation, interdiction d'une activité ou changement d'une activité. Ça peut être lié à la santé, en ce moment, effectivement, avec la Covid. Et donc, finalement, ce n'est pas la première fois que le monde se retrouve confronté à des difficultés et va forcément, et on l'espère, apprendre à les dépasser. On oublie un tout petit peu, mais la Deuxième Guerre mondiale, on ne restait pas à regarder Netflix à la maison, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, on a eu bien d'autres disruptions par le passé. Et donc, finalement, on arrive aujourd'hui à un monde où avant, on avait des modèles établis, posés depuis quelques années, des business models, une société. Et là, on se retrouve dans un monde qu'on appelle aux États-Unis VUCA, pour volatile, incertain, complexe, ambigu. Bref, un monde où tout change très vite en même temps. Et donc, c'est de plus en plus difficile de savoir de quoi va être fait demain. Et donc, pour des grandes entreprises qui étaient stables, qui étaient étendues, finalement, beaucoup de changements en même temps, ça devient assez compliqué à gérer. On est peu agile quand on est d'une grande taille. Et donc, c'est Nassim Nicolas Taleb, encore une fois, qui nous a fait un peu le livre réponse au premier, au Signe Noir, qui s'appelle Antifragile. Et il nous dit finalement le challenge pour les entreprises dans les années qui viennent, ça va être de ne plus vivre le changement comme un challenge, une difficulté, une douleur, mais finalement d'apprendre à changer en permanence et de vivre ça aussi comme une source d'opportunité. Parce que quand on voit des choses changer, c'est l'occasion de trouver des solutions, lancer des innovations, peut-être se remettre aussi en cause et gagner en efficacité. Et donc, ça peut être aussi effectivement une source de business, une source de compétitivité. Ce qui est sûr, c'est que quand on nous parle de la Covid, on nous dit souvent oui, le monde a entièrement changé, ça va tout changer. Et en fait, on s'aperçoit que ça change finalement pas tant les choses, ça accélère et s'amplifie des changements qui étaient déjà présents. On a une disruption sanitaire, mais ce n'est pas la première fois qu'on a malheureusement un virus. On pense au SRAS, on pense à Ebola. Alors là, c'est un peu plus étendu. On a une disruption digitale, c'est pas depuis hier, et Oracle sait bien que la technologie est là. Internet, ça fait quand même 25 ans, et si on prend le e-commerce, ça fait 20 ou 25 ans aussi. On a une disruption du travail, on voit bien, aujourd'hui, on est à distance, vous êtes peut-être chez vous en télétravail, mais il y a aussi une disruption Et du en sens. pyjama. Exactement, ou en chaussons. Et puis, on a une disruption durable. On voit bien que les sujets de développement durable, d'inclusion, ce n'est pas nouveau, la RSE, mais on voit une accélération et finalement une amplification. Et donc, tout 4 ça disruptions cumulé, qui se cumulent, en fait. c'est ça. Et effectivement, ça a un impact forcément sur le business, sur l'activité des organisations. Et donc, on peut parler un petit peu de next economy en se disant, avant, on n'avait que la nouvelle économie, le digital, et aujourd'hui, on a le sanitaire, le travail, le durable, qui, on va dire, se conjuguent. Et en plus, dans un contexte de risques multiples en ce moment, on a évidemment les tensions économiques, on a aussi des tensions des fois régionales, religieuses. Donc, tout ça cumulé fait qu'effectivement, ce n'est pas simple et c'est des fois un petit peu dur de lire tout simplement les changements pour les grandes entreprises. Voilà, donc c'est un peu le choc du 21e siècle. Il est là, il est en place et ça va être intéressant de voir comment les entreprises arrivent à
dépasser ou à surfer sur ces changements. Alors, une transformation sanitaire, c'est écrit. Voilà, donc effectivement, le premier challenge qu'on va voir ensemble, c'est cette transformation sanitaire, auquel on est confronté. On n'a pas vraiment le choix. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, le retour à la normale, il n'est pas pour tout de suite. On voit bien que là où on pensait malheureusement après le premier confinement que ça y est, on allait pouvoir dépasser les choses, on voit qu'on a encore, des distances sociales, on a encore des gestes barrières, on a encore des restrictions aux déplacements ou au voyage. Expliquez-nous la courbe là qu'on vient de voir, parce qu'en fait, elle est intéressante. Ça veut dire que ça va se faire, mais lentement. C'est ça, Et c'est on que arrive même jusqu'à 2022, hein. voilà, donc évidemment, on a eu un premier confinement strict. Là, on a aujourd'hui un confinement un peu moins strict, mais on voit qu'il y a encore des jauges et puis on voit que malheureusement, voilà, c'est pas un début et une fin en une fois. On voit que ça va être, même si le vaccin, on l'espère, arrive, le temps qu'on vaccine tout le monde dans tous les pays, ça risque de prendre un certain temps et effectivement, là où on pensait que ça prendrait peut-être quelques semaines, aujourd'hui, on est en train de parler de 2021-2022 pour le retour à la normale. Donc ça prend plus de temps que prévu. On voit aussi du coup que notre rapport à l'hygiène, au bien-être, à la santé, il est en train d'évoluer. On va dire, on fait attention de plus en plus évidemment à sa sécurité personnelle, à celle de son entourage. Donc on n'a plus cette même relation, on va dire par exemple au toucher. On va être beaucoup plus précautionneux. On va faire attention aussi à son bien-être parce qu'on voit qu'au-delà des risques de la maladie, il y a aussi la fatigue, il y a aussi le stress, il y a aussi besoin de prendre un petit peu de chance dans un monde et des news pas toujours très optimistes. Et puis, on voit aussi une évolution du rapport à la santé. On l'a vu avec l'explosion de la télémédecine, la téléconsultation, qui est plutôt une opportunité, du coup, puisqu'on était contraint de ne pas pouvoir se déplacer. Finalement, c'est aussi un moyen, grâce à l'IA, grâce à la data, grâce aux plateformes technologiques, de pouvoir, on va dire, plutôt augmenter les médecins que de les remplacer. Et là, on va voir effectivement que les entreprises, les business sont obligés de s'adapter. Alors, on va voir des exemples, justement. Voilà, alors c'est vrai qu'en France, on aime passer beaucoup de temps à discuter et à se plaindre des problèmes. On va dire, dans d'autres pays, malheureusement, il n'y a pas forcément les mêmes aides du gouvernement et on passe tout de suite à trouver des solutions, à essayer de mettre en place, on va dire, de nouvelles normes, de nouvelles façons de faire. En Thaïlande, par exemple. Exactement. Donc là, on va voir une vidéo d'un mall en Thaïlande, le mall Paragon, qui a mis en place tout un tas d'actions pour sécuriser tout simplement ses clients. Ce qui est intéressant, Emmanuel, c'est que ça, c'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça se passe comme ça en Thaïlande aujourd'hui. Ouais, Mais ça fait déjà quelques mois même et que ça se passe ça comme veut ça. donc dire que c'est quelque chose qui peut se généraliser dans le monde entier, y compris bien sûr chez nous en Europe.
Exactement. Et donc, on est un petit peu dans cette économie du moindre contact. Heureusement qu'il n'y a pas de contact, mais en tout cas, on va changer un petit peu les choses, on va changer les process, on va changer la façon de faire du shopping. On l'a vu avec l'explosion du e-commerce. Et là, par exemple, c'est Amazon Go qui nous propose un magasin où finalement, on s'identifie. Autonome. Exactement. On s'identifie à l'entrée. On sert, on n'a plus besoin de faire de la queue à la caisse, on n'a plus besoin de passer en caisse et automatiquement, on va être facturé. Donc, on voit bien l'intérêt en ce moment. On veut exposer au minimum le staff, voire les clients avec le staff. D'ailleurs, ils viennent de lancer encore une nouvelle innovation chez Amazon qui s'appelle Amazon One. Et là, on va carrément reconnaître, au lieu de sortir son mobile et de risquer de le toucher, etc., là, on va carrément reconnaître la palme de la main des clients qui sont préenregistrés. Donc là, on est vraiment en train de fluidifier, de simplifier, de réduire évidemment les contacts avec les clients. C'était déjà le cas d'ailleurs, j'y pense, parce que l'an passé, lors de la dernière journée utilisateur, on avait vu un magasin qui est tout près d'ici, d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, où il y avait déjà cette mise en place d'une forme d'autonomie. Mais là, avec le cas de Casino, oui. On arrive vraiment à quelque chose qui est beaucoup plus avancé encore. Exactement. Et c'est vrai qu'on regarde souvent les États-Unis, mais on oublie qu'en Asie et en à Chine, l'Est un peu, il faut voir ce qui se passe en Chine. Ils sont encore plus en avance que nous. Alors, il n'y a pas forcément la CNIL et le RGPD, mais par exemple, Alibaba, chez Emma, son supermarché, utilise déjà le Smile to Pay. Donc aujourd'hui, on va reconnaître avec la biométrie le visage de la personne, qui aura encore un petit code PIN au cas où il a son jumeau qui va faire du shopping, pour pouvoir payer. C'est un petit peu le même système qu'on a sur son téléphone pour pouvoir le déloquer. Et puis, si on n'a pas ces moyens et ces budgets-là, parce que tout le monde n'est pas Amazon ou Alibaba, on peut retourner au bon vieux distributeur automatique. Ça, c'est un exemple avec un bras robotisé avec les chocolats Nestlé au Brésil. Et puis, en version vraiment low-tech, les casiers fermiers, voilà, tout simplement, où les agriculteurs essaient de faire de la vente directe au consommateur final avec des casiers qu'on va pouvoir déloquer pour récupérer sa commande. Et puis, évidemment, c'est aussi l'occasion de voir les régulations évoluer. On parlait de la télémédecine tout à l'heure, mais là, par exemple, c'est la livraison par drone qui était déjà en train de fonctionner avec Zipline, avec la livraison de médicaments en Inde et Rwanda. Dans les pays occidentaux, c'était plus compliqué à cause de la régulation. Et là, on voit tout un tas de tests avec Google Wing, avec Amazon et d'autres acteurs qui vont tester ça et on leur donne l'autorisation puisque là, on est contraint avec le confinement. Et donc, ça accélère aussi cette innovation derrière tout ça. Et puis, évidemment, sur le côté santé et bien-être, on voit aussi que nos activités forcées, dans certains cas, évoluent. On va moins au spectacle, moins au cinéma. Et donc, du coup, on se tourne un petit peu plus vers soi, la méditation, le yoga, la couture, C'est très la intéressant cuisine. de s'arrêter sur cette slide parce que on voit que tout ce qui est en baisse, ce sont des choses qu'on avait l'habitude de faire avec plaisir, les sorties, les repas au resto, le cinéma, les spectacles, les concerts. Tout ce qui est en hausse, est-ce qu'on peut dire que c'est du repli sur soi? Du repli, pas forcément, parce que cuisiner en famille à la maison, c'est aussi redécouvrir des fois des plaisirs simples. Faire du bricolage, ça fait pas de mal. Les jeux vidéo, souvent, on est connecté à ses amis à distance, donc c'est aussi prendre peut-être un petit peu plus le temps. Et puis méditer, ça fait pas forcément de mal à l'époque du tout numérique. Alors, le travail se transforme. Alors ça intéresse évidemment tous ceux qui sont avec nous en direct en ce moment. Le travail se transforme. Comment? Eh ben, il se transforme, et ça, on l'a analysé dans un deuxième ouvrage sur le guide du futur des RH et du management. Il se transforme tout simplement pour répondre à ce monde VUCA. Donc aujourd'hui, il faut changer ou faire évoluer l'organisation pour être plus agile, mais aussi plus empathique, mais aussi recréer de la confiance et favoriser l'innovation. Et ça paraît des fois un petit peu bizarre, l'empathie et la confiance, mais effectivement, si on veut que les gens prennent des risques, testent et expérimentent, il faut aussi qu'ils soient autorisés à le faire, qu'on leur donne de l'autonomie et qu'ils aient l'impression d'être soutenus. On voit bien que la difficulté de la Covid, c'est finalement une crise subite, soudaine, rapide, intense, et donc finalement la taille fait que souvent on a plus de mal à s'adapter que des plus petits acteurs, comme les startups par exemple. Et donc oui, ça aide d'avoir du capital, ça aide d'avoir des revenus, ça aide d'avoir... Mais finalement aujourd'hui, avoir une grande tour à la Défense avec des dizaines de milliers de places à l'intérieur, c'est plus forcément un avantage. On voit aussi que cette crise, évidemment, on la vit tous différemment. Qu'on soit junior et qu'on vienne juste d'arriver dans une entreprise, stagiaire ou apprenti, c'est pas la même chose que quand on connaît déjà tout le monde, qu'on connaît l'organisation et les process. Quand on a un petit appartement ou un grand, ça, on va pas le vivre de la même manière. Que veulent dire justement ces mots, la peur, apprentissage, croissance, transformation? Ça, ce sont toutes les sensations qui arrivent
Exactement. pour les gens qui travaillent. D'une personne à l'autre, effectivement, si on est touché soi-même ou par ses proches par la maladie, on ne va pas vivre ça de la même chose que si on a 20 ans et peu de risques, par exemple. Et puis, on va se rendre compte qu'on va tous finalement à passer cette zone d'angoisse initiale, hein, parce qu'on a un peu du mal à savoir ce qui se passe. On va apprendre malheureusement à vivre avec, ou au contraire, on va découvrir les bons côtés, hein, du télétravail dans certains cas, de pouvoir des fois se retourner en province. Et puis, aujourd'hui, on voit aussi la dynamisme, la réactivité de la visioconférence dans certains cas, de la collaboration transversale qui n'avait pas forcément lieu avant, et ça donne lieu à finalement plein d'innovations en termes d'organisation et de process dans les entreprises. Voilà, j'imagine que beaucoup de managers aimeraient que voilà, leurs équipes passent par toutes ces phases et arrivent finalement à j'ai fait preuve de résilience, je me suis adapté et j'ai tiré les leçons de vie qui ont transformé mon quotidien durablement. C'est Voilà. ça le but Même si final. certaines équipes aimeraient aussi que leur manager, des fois, ait aussi progressé aussi rapidement qu'elles, puisqu'on le voit de temps en temps, on voit aussi qu'il y a tout un tas de choix techniques qui avaient été faits en termes de process, d'organisation et d'outils qui, finalement, on parle de Frankenstein IT, n'étaient pas du tout adaptés. On n'avait pas forcément de bureautique en cloud pour tout un tas d'entreprises, d'outils de collaboration, il fallait des VPN. Et donc, on voit que tout un tas d'entreprises ont souffert plus que d'autres, tout simplement, avec des outils lents qui ont réduit la Obsolète. productivité exactement des équipes. Et puis on voit que c'est pas juste un sujet de télétravail, parce que la réalité là, on est plus dans de la continuité du travail en confinement. Sur le premier confinement, il fallait gérer souvent les enfants, faire la cantine, faire l'école en parallèle de faire son travail. On voit quand même qu'on est dans un moment un peu anxiogène, et puis c'est pas 1 ou 2 journées de télétravail, dans certains cas c'est 5 jours sur 5, donc c'est quand même un peu plus complexe que ça. Et c'est là où le rôle du manager, justement, on en parlait tout à l'heure, lui aussi doit évoluer. C'est pas juste aux équipes de devenir agiles ou de reprendre confiance, c'est à lui tout simplement aujourd'hui d'être un peu plus coach. Il n'est pas là pour surveiller les gens, puisque techniquement il n'est plus avec eux, il est là vraiment pour les inspirer, pour les rassurer, pour les coacher, pour déléguer, coordonner, on va dire, en utilisant la technologie d'un côté, l'empathie de l'autre, il y en a besoin, puisqu'on est vraiment dans cette nécessité de recréer de la confiance. C'est ce que je disais en blaguant tout à l'heure, on peut être créatif même en pyjama. Exactement. Voilà, la cravate n'est pas forcément obligatoire, les startups nous le rappellent. Mais on voit bien que voilà, en ce moment, il faut de l'empathie et de la bienveillance, parce que c'est compliqué pour les gens, c'est des nouvelles façons de faire, les contextes des uns et des autres sont différents. On veut de l'agilité et de la collaboration, donc il faut aussi que les gens aient confiance pour prendre des risques, apprendre des nouvelles choses, tester des nouvelles façons de faire. Il y a encore un mot-clé là qui est apparu, résilience. Exactement, parce que tout ça, ça se fait pas en 2 secondes. Et évidemment, on va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de trouver la bonne solution. La solution d'une semaine n'est peut-être plus bonne pour la semaine d'après, avec les réglementations qui changent. Et puis, il y a ce côté patience, hein, une évolution de culture, une évolution d'organisation ou d'outils, ça se fait pas en 2 jours, surtout quand on est à distance. Et donc, la difficulté aussi dans des grandes organisations, on va dire habitué à réduire le risque. Là, c'est d'aller à l'essentiel, c'est pas de faire du perfectionnisme. C'est un petit peu ce côté test and learn qui est un peu encore compliqué dans beaucoup de grands groupes, puisque là, l'idée, c'est du test and learn rapide, hein. C'est pas de prendre 5 ans pour réfléchir, ou c'est pas d'être trop occupé par ces process actuels. C'est aussi se dire, face à la nouveauté, on doit changer, on doit tester plein de nouvelles choses. On espère qu'un certain nombre va fonctionner, d'autres pas, ou fonctionneront pas du premier coup, mais c'est pas grave. L'important, c'est de trouver des solutions rapides aux problèmes. Et c'est pas toujours aussi une question de budget, parce qu'on dit souvent l'innovation, ça coûte cher. On voit ces géants digitaux qui ont des milliards en R&D. Et là, c'est un autre auteur, c'est Navi Radjou, qui s'inspire beaucoup de l'innovation africaine et qui nous dit l'innovation YouGad, c'est une innovation frugale. C'est un peu le système D, l'esprit de débrouillardise sur lequel les Français n'est pas trop mauvais. Et on l'a vu, hein, là, finalement, il n'y a pas eu besoin de formation à l'agilité. Et pourtant, tout le monde a réussi à trouver des solutions. Tout le monde s'est réadapté au niveau opérationnel, au niveau stratégique. On voit le retail, entre autres, qui a fait beaucoup de changements. Et il nous redit, voilà, finalement, c'est plus avoir un esprit un peu de hacker pour trouver des solutions qui comptent, que d'avoir de l'argent pour pouvoir investir. Et donc finalement, cette organisation, elle doit devenir apprenante. Elle doit constamment évoluer, se remettre en cause, tester de nouvelles choses. Et donc, il y a tout un tas de choses grâce au digital. On fait beaucoup d'e-learning en ce moment pour C'est tous aider les les exemples qu'on équipes voit ici à l'image. Hein. de formation. Exactement, pour aider ces équipes constamment à se former, à s'auto-former. Et puis, au-delà de cette réforme de l'organisation en termes de process, on a aussi un changement de valeur
et des nouvelles attentes, en tout cas des attentes qui étaient déjà là, on va être très franc, mais qui vont être beaucoup plus vocales aujourd'hui par rapport à une évolution de la société. Quelle place pour les femmes? Exactement, on l'a vu avec MeToo, hein, ou on l'a vu avec Black Lives Matter aux États-Unis. On a un vrai besoin de plus de mixité, de diversité, d'inclusion, d'égalité des chances, tout simplement parce que la société a changé. Les marques sont en train de s'adapter, mais finalement, les entreprises aussi, de temps en temps, ont encore un petit peu de retard pour équilibrer un peu plus les choses. Et puis quelle place pour les seniors? Par exemple, je me suis souvenu que avant j'avais beaucoup de cheveux, j'étais jeune. Maintenant, je suis vieux. Où est ma place? Et exactement, surtout à un moment où en théorie, on va vivre plus longtemps, idéalement en bonne santé et donc on voit bien que l'âge de la retraite, recule. Et il va falloir aussi réfléchir. On voit que les sociétés technologiques qui recrutent beaucoup, par exemple, aujourd'hui sont alors merci Oracle, hein, quand même jusqu'à 39 ans, en âge médian, mais on voit que voilà, il va falloir aussi apprendre à garder les gens plus longtemps, à intégrer les gens, plus seniors, dans, ces sociétés, là et puis on voit bien qu'il y a aussi une demande alors de bonheur, on va dire d'épanouissement au travail, ça sera déjà bien, qui n'est pas forcément lié qu'à la rémunération. Alors, en dessous de certaines rémunérations, on va être malheureux, mais finalement, au-delà de ça, c'est pas forcément la déco des bureaux, surtout qu'on ne peut pas y aller en ce moment qui compte. Mmh. C'est vraiment, est-ce que mes résultats sont pris en compte, mes efforts, mes performances, est-ce que je suis pris en compte en tant que personne, en tant qu'expertise, et puis la qualité de mes relations avec mes équipes, avec mon boss, avec mon entreprise et mon écosystème. Et ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas forcément Ouais. sur Et ce, étagère. malgré le distanciel, parce que c'est compliqué d'avoir des rapports humains empathiques si on est tout le temps éloigné. Exactement. Donc ça force effectivement les entreprises à se remettre en cause là-dessus. Alors, la transformation digitale du business. Voilà, alors on a parlé de la disruption, sanitaire, la disruption du travail. On a une disruption vraiment digitale du business. Alors elle n'est pas nouvelle, hein, ça empêche certains de dormir. On a des consommateurs connectés aujourd'hui, voilà, on a tous un smartphone, on est tous connectés à internet, en tout cas en grande partie, dans le monde. On a des millions de startups ou de digital native vertical brand, donc c'est pure player e-commerce, qui sont arrivés et donc toutes ces startups-là, elles viennent challenger, les acteurs, traditionnels existants. Des fois, on a nos concurrents traditionnels qui se transforment plus vite que nous. On a évidemment ces géants numériques, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ou les équivalents chinois ou asiatiques. Et puis, on a la Covid qui vient encore plus accélérer les choses. Et donc, on voit bien que sur la partie déjà marketing, tout la difficulté, on va dire, des marques, c'est de est-ce que je communique, est-ce que je communique plus, est-ce que j'arrête ma publicité. Et on voit bien que c'est un petit peu la pyramide de Maslow qu'on retrouve, qu'on essaie de connecter à la courbe de l'épidémie. Au début, quand tout le monde a peur, on ne va pas faire de la pub pour un prix ou un produit. On va déjà Mmh. rassurer les gens, dire qu'on est à leur côté, créer de l'empathie. À l'inverse, au bout d'un moment, quand on en a un peu marre de l'anxiogène, il va peut-être falloir divertir les gens. Et donc, on voit qu'au début, il s'agissait de réagir. Ensuite, il a fallu rassurer. Ensuite, là, on parle de relancer. Et puis, demain, d'anticiper le monde d'après avec des promesses autour du durable, autour peut-être d'un monde un peu plus inclusif. Et donc, on voit bien que le digital a continué d'accélérer encore plus pendant la pandémie. On voit l'explosion des réseaux sociaux qui étaient déjà avec un Là, les usage chiffres sont spectaculaires, hein. très, très conséquent. Effectivement, 2,6 milliards d'utilisateurs pour Facebook. WeChat, en Chine, on est à 1,2 milliard. YouTube qui a cartonné, TikTok qui a fait une accélération très conséquente. Et on voit que même au-delà des réseaux sociaux, finalement, on a passé aussi beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mais des jeux vidéo qui, loin du cliché, deviennent de plus en plus eux-mêmes des plateformes sociales. Quand on va sur Animal Crossing ou Fortnite, 350 millions d'utilisateurs, on retrouve ses amis, on va y passer du temps. Et d'ailleurs, l'âge moyen du gamer en France, maintenant, il est à 34-35 ans. Donc ça monte. C'est plus que des ados. On a des mères Ouais. de famille sur les jeux mobiles. Donc, c'est aussi des nouvelles plateformes sur lesquelles demain, il va falloir réfléchir à communiquer. Et puis, au-delà de la communication et du marketing, on voit que finalement, la distribution digitale vient beaucoup de l'expérience utilisateur. Quand on regarde Netflix, Uber, Spotify, Waze, Airbnb ou Blablacar, on voit que finalement, ils n'ont pas forcément fait des super campagnes de pub au démarrage. C'est d'abord parce qu'ils ont créé des services qui avaient une expérience utilisateur supérieure à la moyenne, en termes d'interface, en termes de personnalisation, en termes d'usage. On voit aussi que sur le e-commerce, on a eu tout un tas de nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les DNVB. On pourrait parler du slip français en France ou de Cézanne. Voilà, des marques vraiment adaptées au digital qui s'affichent très bien sur mobile, qui sont plus authentiques, qui vont communiquer et engager plus sur les réseaux sociaux, qui vont être plus au service de l'utilisateur avec des
des interfaces mieux faites, plus agiles. Et donc, on voit que ce e-commerce, il a été boosté aux États-Unis. On s'est rendu compte que quasiment le e-commerce… L'équivalent de 10 ans de croissance en 2 mois. en 8 voilà, semaines. Voilà, en 2 mois. Donc, c'est vraiment Wow. un doublement. Alors, toutes catégories confondues. Le travail, le transport était déjà en avance. Le retail alimentaire était plutôt en retard. On était à 6%. Là, on monte à 15, 20, 25, 30% dans certains cas. Mais en tout cas, il y a vraiment… tout le monde nous dit, j'ai fait ma roadmap 2024 en 2020. Et donc, effectivement, un des grands acteurs, et ça va m'intéresser de passer un petit sondage auprès de l'audience, c'est Amazon, dont tout le monde parle énormément. Et moi, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que l'audience est capable de deviner le nombre d'employés chez Amazon Alors, dans le monde? on vous pose la question, donc c'est à vous de répondre sur le modèle des sondages précédents. Quel est le nombre d'employés d'Amazon dans le monde? Là, vous n'avez qu'une seule réponse possible. 100 000, 500 000, 800 000, 1 million. Et les sans-avis, bien sûr. Va-t-on dépasser la barre des 5% de sans-avis pour ce nouveau sondage? On va le savoir dans quelques instants. C'est passionnant de voir comment… ce qui m'a frappé, là, c'est de voir combien ces marques du digital, qui sont là depuis un moment, mais pas si longtemps que ça, se sont imposées extrêmement. Alors là, pour le coup, c'est exponentiel, la vitesse d'imprégnation de ces marques Et dont on effectivement, parlait. c'est la logique du logiciel qui permet de scaler, de déployer beaucoup plus rapidement quand on est une société industrielle où on a des entrepôts, des stocks et des produits à manufacturer. Alors, quel est le nombre d'employés d'Amazon dans le monde? On vous a posé la question et vous êtes en train de nous répondre. Alors là, voilà la réponse. Tiens, je vous la donne en direct. C'est très partagé. 500 000 pour 27% d'entre vous, 800 000 pour 22%, le million d'employés pour 21%, 23% estiment qu'il y a 100 000 employés Amazon dans le monde, et les sans-avis sont à 7%, ils sont en augmentation. 7% d'entre vous n'ont aucune idée, ou en tout cas n'ont pas d'avis. Alors, on voit que c'est très partagé, on a à peu près un quart, un quart, un quart. En fait, alors on est à 1 100 000 employés. D'ailleurs, il y a 2 jours, on vient même Amazon vient d'annoncer qu'ils viennent dépasser 1 200 000 employés. Et juste les 10 derniers mois, Amazon a recruté 470 000 personnes en 10 mois. Donc effectivement, s'il y a une preuve que l'e-commerce a cartonné pendant le confinement, c'est Amazon. Et on voit bien que les entreprises qui étaient prêtes ont pu surfer sur cette vague-là. Il n'y a pas qu'Amazon. Je pense à L'Oréal ou à d'autres qui avaient déjà investi beaucoup sur l'e-commerce ont été boostés. Ceux qui n'étaient pas prêts, c'était trop tard finalement pour recruter ou pour s'outiller pour pouvoir avancer. Et on voit que malheureusement, un certain nombre de TPE et de PME en France étaient très en retard. Donc ceux qui disent, ceux qui sont vent debout contre Amazon, par exemple ici, chez nous en France, la partie est déjà perdue en gros. Pas forcément, mais bon, ils peuvent l'être pour certaines raisons. On sait qu'Amazon est loin, même s'ils sont très innovants, ont aussi quelques défauts. Mais effectivement, on se rend compte qu'on a eu un petit retard à l'allumage, surtout au niveau des PME et des TPE qui ont encore souvent pas de site internet. Il n'y a que 9% qui ont un site marchand. Alors, ça peut être une belle opportunité justement pour récupérer ce retard. Et justement, souvent, quand on parle de e-commerce, on n'est déjà même pas forcément clair sur qu'est-ce que le e-commerce. Quand on en parle, tout le monde comprend un peu l'idée, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on imagine. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, on a plus de 15 différents types de e-commerce. On peut vendre en direct, on peut vendre via une marketplace, on peut vendre sur les réseaux sociaux, on peut vendre via les influenceurs, on peut faire des ventes privées, on peut faire des pré-ventes, on peut vendre via un chatbot, on peut vendre via une enceinte connectée. Donc, en fait, il y a un choix des possibles qui est gigantesque. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est-à-dire que toutes les entreprises jusqu'ici qui étaient un peu en retard, elles tournaient pas si mal que ça avant le Covid. Et donc, maintenant, c'est comment je vais aller chercher oui, du business il y a un supplémentaire. panel suffisamment large finalement pour panacher parmi les 15 que vous avez donnés ici et pour les solutions. On continue avec cette slide qui nous dit que le marché et le client imposent le changement. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'était les entreprises, on disait, est-ce que on va avoir les early adopters et puis est-ce que le marché va… Non, aujourd'hui, c'est presque le consommateur qui est demandeur, le client qui veut commander sur Internet, qui veut aller chez McDo et commander sur un écran connecté, qui veut se faire livrer par des drones, qui veut commander sur son enceinte. Donc, on devrait presque parler d'everywhere commerce plus que d'e-commerce, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de façons de commander.
On voit bien que derrière, évidemment, c'est compliqué. On est avec Oracle aujourd'hui, on sait que voilà, on a vraiment un mix de technologies pour pouvoir faire du commerce physique, du commerce online, du commerce omnicanal, et évidemment toute la logistique qui va avec. On voit bien qu'il va falloir utiliser de la data et être beaucoup plus attentionneux, en tout cas aux interfaces, hein, et Amazon là-dessus nous a tous donné une grande leçon depuis le début avec l'achat en un clic jusqu'à aujourd'hui, la livraison par drone ou les enceintes connectées. Et puis on voit que souvent on oublie un peu les basiques, hein, parce que le e-commerce, c'est aussi avoir des fiches de produits à jour, avec les bons visuels, avec les bons descriptifs. C'est aussi acheter du média de plus en plus sur ces carrefours d'audience. Hein. On va non seulement référencer ces produits, mais on va acheter de la mise en avant comme on achèterait une tête de gondole dans les magasins physiques. Et puis on voit qu'il y a un enjeu de rapidité de livraison, puisqu'on est de plus en plus impatient en tant que client. Avant, on était content quand on se faisait livrer en une semaine. Aujourd'hui, c'est plutôt en 24 heures ou en 1 heure. Et ça demande effectivement d'investir en logistique, mais c'est aussi une attention aux détails de e-commerce. On s'aperçoit que c'est tout un tas de petites choses qui vont nous donner ou pas envie d'acheter, qui vont nous ralentir, voire nous arrêter dans l'acte Donc ça d'achat. veut dire, pardon, je vous coupe Emmanuel, mais pour les petites PME dont on parlait, qui doivent se mettre maintenant, accélérer vers le digital, ils ont l'exemple d'Amazon qui livre en 24 heures. Ça, c'est une des promesses d'Amazon. Comment vont-elles faire, ces PME, pour arriver à être aussi challenging, pardon, en tout cas aussi compétitives que Amazon? Alors déjà, il ne faut pas s'en faire une montagne. D'abord, elles peuvent vendre sur Amazon, puisque c'est une marketplace. Ensuite, on ne leur demande pas forcément de vendre tous leurs produits. Un libraire, il pourrait très bien envoyer une newsletter avec ses 5 coups de cœur de la semaine et proposer de venir les chercher en click and collect avec un site très très simple. Et puis après, évidemment, on a des TPE et des outils un peu plus grandes, où là, il va falloir des systèmes un peu plus musclés quand on a des centaines ou des milliers de références. Mais on peut démarrer simple et crescendo. On peut aller Tout le vendre monde sur peut le le faire. marketplace. On peut mixer vendre en direct et vendre sur une marketplace. Et on voit que des fois, c'est la facilité de commande qui est important, c'est communiquer clairement sur comment récupérer sa commande. Donc ça ne demande Vous pas dites le diable se un niche budget. dans les détails. C'est ça. Donc des fois, c'est vraiment finalement tester soi-même son parcours client, hein, parce qu'on a des fois l'impression que certaines marques ont un peu oublié d'aller tester sur Internet ou sur mobile leurs achats. Et puis, on voit qu'il y a plein de nouvelles possibilités. Par exemple, le live stream shopping ou shop streaming, c'est tout simplement le téléachat, mais version fait depuis son mobile, et on va diffuser sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou dans une application dédiée. Tout simplement, on va faire son petit show, son petite émission, et ça, c'est ouvert à tous. Hein. Un téléphone, streamer, c'est gratuit sur ces plateformes-là, donc ça ne demande pas un investissement énorme, c'est juste qu'il faut apprendre un petit peu à faire les choses différemment. Et en Chine, c'est un énorme carton avec des centaines de millions d'utilisateurs et des achats qui sont assez conséquents. On pense entre autres à Alibaba qui fait beaucoup de choses pour son festival du Single Day, où là, c'est 74 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 11 jours cette année, plus en une journée, mais en 11 jours. Et donc, derrière, c'est quasiment 2 milliards de paquets qui ont été envoyés. Donc, ça montre que le e-commerce va continuer de progresser, va pas forcément remplacer, c'est complémentaire au commerce normal. Et on voit qu'effectivement, cette vidéo, aujourd'hui, elle est en train d'intéresser beaucoup de monde. On a vu beaucoup les marques de mode, puisque la Fashion Week cette année, on ne pouvait pas voyager au niveau des journalistes. Beaucoup ont fait de la diffusion en live, en streaming de leur défilé. On voit évidemment les plateformes sociales proposer de plus en plus de fonctionnalités pour pouvoir aussi faire du e-commerce ou référencer, promouvoir, présenter ces produits sur ces réseaux-là. On pense à Instagram, Facebook, Snapchat ou Pinterest. Et puis, on voit qu'il y a plein de nouveaux points de contact. Hein. C'est Carrefour aujourd'hui, par exemple, qui nous propose non seulement de pouvoir faire ses courses via son enceinte connectée, mais vraiment de pouvoir passer à la transaction, de pouvoir acheter grâce à la voix. Et puis le challenge pour tout le monde, finalement, c'est pas tellement juste le e-commerce, c'est l'omnicanal, pouvoir aller sur Internet et aller récupérer sa commande en point de vente, pouvoir aller en point de vente et se faire livrer à la maison. Donc c'est vraiment maîtriser les points de contact, que ce soit au niveau marketing ou au niveau transaction. Et là, on voit bien qu'il y a des investissements technologiques importants à faire pour pouvoir y arriver. Entre autres, Alibaba, on parle beaucoup d'Amazon, et pas ses maîtres. Ils ont beaucoup investi sur le retail physique après avoir déjà été très fort en e-commerce. Ils ont investi aussi avec Alipay dans le paiement, dans le cloud, dans la logistique. Donc, on voit que le challenge est important. Et c'est une transformation, là le mot est écrit, durable.
Voilà, donc effectivement, on a vu le sanitaire, le travail, le digital et voit qu'effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de choses. On parlait de la RSE, on parle de l'économie circulaire, on parle du recyclage. Et à Donc, propos de RSE, ça tombe bien, on va vous interroger avec un nouveau sondage. Alors, d'après vous, comment se situe votre entreprise en matière de RSE? Une seule réponse est possible. Elle ne fait rien ou pas grand-chose. Elle communique plus qu'elle n'agit réellement. Elle a une stratégie claire et très engagée concrètement. Et bien sûr, il y a la case sans avis. Et vous votez maintenant. C'est vrai qu'on vit en Europe, en France, dans un pays qui a toujours été tourné vers l'Amérique. On a regardé des films américains, on écoute de la musique anglo-saxonne. On ne regarde pas assez ce qui s'est passé à l'Est, en Asie, et la modernité japonaise ou chinoise, ou coréenne, enfin la modernité asiatique, c'est quelque chose de phénoménal. Et là, vous venez de nous le montrer avec plein d'exemples, hein. exactement. Et effectivement, sur la RSE, ils étaient un petit peu en retard sur nous, mais ils sont en train d'accélérer beaucoup plus vite que nous, puisque eux, ils ont eu des conséquences vu la taille de leur population importante. Et on voit entre autres le gouvernement chinois qui est en train d'accélérer très très fort sur l'électrique, sur le recyclage, là où il y a encore quelques années, on parlait plutôt du smog et de la pollution à Shanghai. Alors, d'après vous, voilà le résultat du sondage. Comment se situe votre entreprise en matière de RSE? Alors là, c'est très clair, a une stratégie claire et très engagée concrètement pour la moitié d'entre vous. 54%, sans avis 17%, ne fait rien ou pas grand-chose 19%, communique plus qu'elle n'agit 10%. Bon, bah, Commentaire, Emmanuel? c'est une bonne nouvelle. On voit qu'effectivement, il y a eu une accélération et une amplification de ce sujet-là. Après, ça fait que 50% des entreprises qui ont une stratégie. Puis avoir une stratégie, c'est bien. Après, faut la déployer. On voit en tout cas qu'il y a eu d'abord une pression avec les écolos, les activistes sur les médias sociaux. Puis tout doucement, les catastrophes écologiques se sont multipliées, sont devenues concrètes, entre autres dans les médias. Le grand public s'en est mêlé. Les employés s'en sont mêlés avec une pression sur les marques et sur les politiques. Et puis les politiques, ils votent des régulations et des taxes, comme ils savent souvent faire. Ce qui fait que même les investisseurs aujourd'hui sont en train de commencer à penser un peu plus vert qu'avant. Et puis ça permet aussi de financer ces innovations qui étaient peut-être trop coûteuses avant, mais quand on a une masse critique et quand on a un besoin de se transformer à cause des normes, finalement c'est l'occasion d'innover. Et donc on voit que les attentes, elles sont énorme de la part des consommateurs, des employés, des régulateurs, des marchés. On veut plus de transparence. D'où ça vient? Quels sont les ingrédients? On veut de l'utilité sociale. Est-ce que votre entreprise est finalement bonne pour la planète? On veut du développement plus durable. On va parler d'éco-conception, mais pas juste de recyclage. Et puis, on va parler aussi d'éthique et d'inclusion. Et ça, c'est vraiment important. On voit la transparence, le succès de Yuka, par exemple, 16 millions d'utilisateurs en Europe qui vont scanner les produits qu'ils vont acheter pour en savoir un petit peu plus. On a la même chose dans la mode ou dans la cosmétique avec Clean Beauty. Et on voit que finalement, on est à un moment où avant, on faisait des promesses avec la marque, je suis le meilleur, je suis le leader. Et là, on va devoir démontrer sa raison d'être et c'est vraiment important. Les gens veulent des preuves. Il suffit plus de dire la planète c'est important. Non, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement pour la planète, qu'est-ce que vous faites du coup pour vos salariés, pour vos clients, pour la communauté. Et on voit bien en particulier pendant le Covid que les gens ont attendu des preuves. Là, ils se sont dit c'est pendant cette période de crise justement, prouvez-nous que vous faites attention à la planète et aux gens. On verra avec la table ronde, là, dans quelques instants, avec nos participants à la table ronde qui viennent d'entreprises très différentes. On verra avec eux si justement toutes ces aspirations que vous avez évoquées sont prises en compte. Mais je vous laisse poursuivre, bien sûr. Et voilà. Et du coup, cette stratégie durable et impact positif, elle est complexe, elle est riche, hein. Ça va se passer au niveau, évidemment, de la stratégie d'entreprise, au niveau du sourcing et des achats, de la conception de la production, de l'énergie, de la logistique et des transports, de la culture aussi interne et du marketing et des ventes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à lancer. Il va falloir organiser ça avec une roadmap et on voit qu'il ne suffit pas de faire de la RSE, ce qui est un peu défensif, hein. On fait 2-3 trucs pour s'excuser de ce qu'on a fait. Moi, devoir demain parler vraiment positive impact, donc c'est vraiment se dire on apporte plus que ce que on détruit sur la planète. Et il y a effectivement une marque qui nous donne un petit peu cette direction depuis longtemps, c'est Patagonia. Et Patagonia qui nous montre que non seulement ça vaut le coup d'investir pour la planète, mais qu'en plus c'est rentable puisqu'ils ont fait 14% de croissance par an depuis 2009 et ils font $1 milliard de revenus. Alors, on est dans l'ère du digital, mais je regarde quand même tout bêtement ma montre pour voir si nous sommes dans les temps, si nous sommes en retard, si nous sommes en avance. Je pense qu'on est un petit peu Je me tourne vers Patricia qui me dit qu'on est tout à fait dans les temps, donc je vous laisse
Eh ben, conclure finalement, Emmanuel. exactement. Donc, finalement, cette Next Economy, c'est vraiment 4 disruptions et donc 4 transformations nécessaires, sanitaires, du travail, digital et durable. Et donc, je conclurai juste en disant que derrière tous ces challenges-là, c'est aussi celui de la confiance. C'est finalement, si j'ai pas confiance dans mon entreprise en tant qu'employé, si j'ai pas confiance dans une marque en tant que consommateur, si j'ai pas confiance dans le gouvernement en tant que citoyen, eh bien, on va avoir du mal à vivre ensemble, tout simplement. Et donc, cet aspect derrière la technologie, derrière ces défis durables, c'est vraiment de recréer plus d'empathie, recréer plus de résilience. On va réussir ensemble, on s'en sortira ensemble. On voit bien un gouvernement plus entreprise, citoyen entre nous, si on ne se fait pas confiance sur le vaccin, par exemple. Et donc, oui, il y a une transformation digitale qui est importante, mais derrière cette transformation digitale, c'est vraiment ce besoin de redonner du sens et de l'impact positif à sa vie, à son métier, à son entreprise. Et je pense que effectivement, ça va être passionnant les années qui viennent et que oui, c'est inconfortable, désagréable, voire anxiogène en ce moment, mais c'est aussi une promesse d'opportunité et de changement plus vertueux, plus positif pour l'économie dans les années qui viennent. En tout cas, c'était passionnant de vous écouter. Vous avez pu constater la quantité d'enjeux qui sont liés à cette crise de la Covid, et ce fameux signe noir peut nous apporter, après nous avoir apporté pas mal d'angoisse il y a quelques mois au printemps, puisqu'on aurait dû se retrouver pour cette journée utilisateur de façon très physique au printemps dernier. On a basculé, on s'est adapté comme tout le monde, et on se retrouve maintenant. Donc il y a plein de choses passionnantes. Merci beaucoup, Emmanuel.